Bienvenue à Balade au cœur du rétablissement, là où la liberté nous attend. Aujourd'hui, on aborde un terme qui touche beaucoup de gens, la culpabilité, ainsi qu'une réalité avec laquelle plusieurs personnes dépendantes composent la rechute. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable d'avoir pris une mauvaise décision, d'avoir déçu quelqu'un ou même de ne pas avoir été à la hauteur de vos propres attentes? Et surtout, comment cette culpabilité-là a influencé vos actions aujourd'hui? Est-ce qu'elle vous pousse à recommencer des schémas dont vous essayez désespérément de vous libérer? Bref, les questions se posent. Pour en discuter, aujourd'hui, on accueille Corinne, qui vit elle aussi avec cette culpabilité omniprésente. Elle va nous partager son expérience, ses défis, mais aussi ses victoires. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans son parcours ou peut-être que vous trouverez des pistes pour vous libérer de ce poids. Pour bien démarrer, un tour de table. Donc, les voix que vous entendrez sont celles d'une partie de l'équipe d'intervenants. José? Bonjour, je suis très excitée aujourd'hui parce qu'il y a des nouvelles personnes avec nous. Parlant de ces nouvelles personnes, Isabelle? Bonjour, Isabelle pour la première fois avec vous. Sophie? Bonjour, très contente d'être ici pour la première fois, moi aussi. Sébastien, moi-même. Bonjour Aïe, comme je dis à toutes les fois, et notre invitée, Corinne. Bonjour. Vous noterez l'absence de Catherine qui, loin de nous quitter, elle va prêter sans aucun doute sa voix à des futurs épisodes. Donc, merci Corinne d'avoir accepté notre invitation. Si tu me le permets, je vais te lancer un questionnement sur lequel on pourra tous et toutes intervenir au fur et à mesure de la discussion. Écoute, je sais qu'on va se concentrer sur la section de la vie qui est en lien avec les dépendances et le rétablissement, mais je suis obligée de te dire que je pense que c'est pas pour rien que j'ai été ciblée pour aujourd'hui parce que, écoute, moi, ça fait partie de ma vie depuis l'enfance, malheureusement. Pas malheureusement, car on a tout notre bagage, mais moi, c'est tellement omniprésent, la culpabilité pour moi, depuis bien avant même l'âge de prendre des décisions de consommation ou de prendre des grandes décisions d'adulte. Puis tu dirais que c'est quelque chose qui fait encore partie de ta vie? Oui. Tantôt, quand tu as dit Corinne, quelqu'un qui s'est affranchi ou qui a appris à agir sur sa culpabilité, j'ai fait un drôle de visage, ce qui a fait sourire les autres, parce que oui, je pense que je le vis mieux, puis j'ai des outils que j'ai développés, mais ça fait encore partie de moi beaucoup. Moi, Corinne, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que tu mentionnes que tu ressentais de la culpabilité dès l'enfance, ou en tout cas, c'est quelque chose que tu traînes dès l'enfance. Ouais. Est-ce que tu le savais quand tu étais enfant que tu te sentais coupable? J'ai envie d'envoyer une question à vous, intervenants, en même temps. C'est comme si moi, j'aurais nommé ça comme de la honte dans le temps. OK? C'était peut-être un manque de confiance ou... Bref, on a chacun nos blessures, mais oui, j'aurais nommé ça comme de la honte, comme un enfant. Tu sais, je suis gênée, j'ose pas, j'ai honte, je prenais pas ma place, tant, plus jeune. Fait que oui, de plus loin que je me souvienne, puis même je me le faisais dire par mon entourage. Tu sais, te faire appeler ma mère jeune, j'étais jeune en appartement seul, puis elle m'appelait, j'étais adolescente, puis elle me disait « Bon, qu'est-ce que tu as fait, Corinne? Là, il pleut, tu dois te sentir coupable. » Parce qu'il ne fait pas soleil aujourd'hui. C'est juste pour te donner un exemple ça date de loin, là. Mais comme si c'était quelque chose qui t'était reproché, un peu comme ça faisait partie de ton ADN puis qu'on te le reprochait. Bien, ma mère me semblait pas me le reprocher. Je pense que c'était sa façon pour elle de me dire « Arrête donc de te sentir coupable, prends ta place. » Depuis longtemps que ça fait partie des choses que je traîne avec moi, puis que je l'ai conscientisé, ça fait longtemps. Bref. Quel impact tu dirais ça a sur ton processus décisionnel? Est-ce que ça t'amène justement à adopter des schémas de comportement que tu adoptais auparavant qui sont des choses dont tu souhaites te débarrasser aujourd'hui? Bien, c'est sûr que j'essaie de... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de concentrer ma culpabilité sur une action que je pose, sur un événement particulier. Quand je la ressens, j'essaie d'identifier pourquoi je me sens coupable, puis d'agir juste sur cette action-là, tu sais, de ne pas répéter cette action-là qui n'est pas en accord avec ce que... C'est un peu... c'est tellement nébuleux, la culpabilité, mais mettons, je voulais agir d'une façon X, c'est pas ce que j'ai fait. J'essaie de cibler qu'est-ce que j'ai fait, que je n'étais pas en accord avec, puis comment je peux faire mieux. Mais tu sais, moi, c'est comme ça que je fais un peu la différence entre la culpabilité puis la honte. Je pense que la culpabilité, je la vois comme quelque chose qui est associé à une action qu'on pose, alors que la honte, c'est comme...
c'est quelque chose qui nous habite, puis on s'identifie. Fait que c'est comme une culpabilité omniprésente, trop grande. Là. C'est celle-là que je veux pas avoir. J'ai envie de vous relancer là-dessus, groupe. Comment vous distinguez les deux du meilleur de vos connaissances entre la honte et la culpabilité? Bien, pour moi, la culpabilité a fait partie de ce que j'appelle le quatuor autodestructeur. Donc, pour moi, il y a 4 éléments qui sont reliés à la culpabilité. Il y a la culpabilité, il y a la honte, les regrets et les remords qui sont pour moi des sous-produits de la culpabilité et de la honte. Puis je trouve que quand on porte ça depuis l'enfance, particulièrement les personnes qui ont développé des dépendances, c'est qu'on n'a pas fait, comme Corinne l'expliquait très bien, la différence entre ce que je suis et les comportements que j'utilise. Donc, je suis devenue ce que je fais. Et si ce que je fais est à mes yeux mal ou ce que je reçois comme message qui n'est pas approprié ou ajusté, c'est là que la honte s'installe. Moi, j'appelle ça souvent la honte toxique. Je suis pas assez, je suis pas suffisant, je suis pas OK. À la limite, je suis pas digne d'amour. Puis ça, c'est quelque chose qui se cristallise au fil du temps à l'intérieur de nous, puis qui est vraiment un terreau très fertile au maintien de la culpabilité, qui pour moi est de l'auto-persécution. Alors, se culpabiliser à outrance, c'est comme s'auto-persécuter constamment. Pour moi, dans la culpabilité, il y a toujours eu beaucoup de « je n'en fais pas assez ». Donc, je suis pas assez hyper responsable de ce qui se passe autour de moi. J'ai pas assez fait de choses aujourd'hui. J'ai pas été assez attentive à comment les gens se sentent. Et ça a toujours été ça, pour moi, le plus gros moteur de culpabilité. Donc, de me ramener à « je fais de mon mieux, j'ai fait de mon mieux », c'est tout le temps ce qui m'a aidé à apaiser ça. Et aussi, comme mes collègues l'ont bien nommé, de distinguer ce que je suis de ce que je fais. Je ne pourrai jamais être réduite à des actions, à des paroles, à des pensées. Je suis beaucoup plus que ça. Pour moi, ça a été... c'est très doux de me rappeler que je suis plus complexe que ce que je fais. Donc, ça va au-delà de suis-je suffisante? C'est est-ce que les actions que j'ai posées sont satisfaisantes? Suffisantes, dis-je. Il y a une différence entre les deux. Je ne dis pas qu'un est meilleur que l'autre, mais parfois, c'est juste vraiment, il y a une distinction qui revient souvent depuis tantôt, le détachement entre la personne et l'action. C'est tellement plus facile de valider l'amour des autres avec des actions et des résultats que juste en étant quelqu'un, juste le fait d'être. C'est, surtout quand on est plus jeune, c'est tellement trop abstrait. Mm-hmm. Il y a Josée qui parlait d'auto-persécution tantôt. Parfois, je vois la culpabilité comme une double offense. Je m'explique. C'est comme si j'ai posé un geste pour lequel j'ai des regrets et là, je me sens mal. Et plus je me sens mal, plus peut-être que j'ai un genre de froid avec la personne, un genre de distance qui se crée. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Il s'en résulte peut-être d'autres, moins d'actions dans le sens de l'amour ou de la proximité. En fait, c'est qu'on crée une distance entre nous et l'autre. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas adressé, qu'on n'a pas demandé pardon, qu'on ne s'est pas responsabilisé de l'action, ça crée vraiment une distance. Puis je trouve que ça réactive dans le sens où c'est vraiment, je me sens poignardé puis je me répoignarde ensuite parce que je fais plus ce que je faisais qui nourrissait la relation. Pourquoi? Parce que je me sens trop mal. Donc, je prends une distance qui est doublement toxique. Là. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu t'auto-persécutes. Oui. Je me fais vivre 2 fois une émotion, un état d'âme qui ne m'amène même pas dans l'action, qui ne m'amène même pas dans l'amour de moi, dans la motivation, dans le mouvement. Ouais. Moi, ça m'amène à avoir envie de vous parler de Boris. Boris Cyrulnik. Qui est Boris? Who the hell is that? Boris nous écoute sûrement quelque part sur la planète. Boris, c'est un psychiatre et un neurologue qui a travaillé avec des enfants qui ont vécu des traumas. Puis ce que Sébastien est en train de raconter, ça m'a fait penser à Boris, quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Lui, il parlait du traumatisme et du trauma. Puis le traumatisme, c'est l'offense, c'est la blessure, c'est le coup qu'on reçoit. Puis, normalement, quand on reçoit un coup, qu'on est blessé, le réflexe qu'on devrait avoir, c'est de se consoler, de se réparer, de faire attention à soi. Et souvent, nous, les êtres humains, ce qu'on fait comparativement aux animaux qui, eux, vont prendre soin de la blessure ou de l'offense qu'ils ont vécue, on va s'auto-persécuter. C'est-à-dire qu'au lieu de se consoler ou de se responsabiliser, on va s'auto-flageller. On va se dire qu'on n'est pas correct, qu'on n'est pas adapté, qu'on aurait dû faire les choses autrement, que s'il nous arrive ça, c'est parce qu'on le mérite, puis dans le fond, on est une mauvaise personne. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Et c'est souvent là que le trauma va s'installer. Donc, d'un événement qui était un événement
souvent qui venait de l'extérieur ou une blessure ou un comportement que j'ai eu avec quelqu'un dans lequel je suis plus ou moins confortable de comment j'ai réagi. Et je vais en faire un outil, un objet d'auto-persécution pour venir m'auto-flageller et ça va devenir à la limite un trauma à l'intérieur de moi. Donc, quand c'est vécu très tôt dans l'enfance, ça se cristallise encore plus profondément puis ça laisse des marques souvent pour longtemps. Alors, bonsoir, Boris. On le salue. On le salue, Boris. Corinne, j'ai envie de revenir vers toi parce qu'il y a aussi un autre aspect de la conversation qui tourne autour de, bien sûr, la rechute. Donc, la question derrière ça, c'est de savoir de quelle manière tu avais tendance à anesthésier cette culpabilité qui, j'ose croire, était assez souffrante? Ben écoute, moi, le nerf de la guerre, pour moi, bien avant la consommation de l'alcool, c'est ma dépendance affective. C'est-à-dire que tôt, j'allais me brancher à tout prix avec un autre être à côté de moi. Parce qu'avant ça, j'ai compulsé dans plein d'affaires, dans les études, dans le travail, ma mère est décédée au passage, j'ai compulsé dans toutes ces histoires-là, puis tout ça, tu sais. Je me suis toujours étourdie, en tout cas. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je me suis toujours engourdie dans l'excès de tout. L'entraînement, le travail, comme je disais. Puis l'alcool est arrivé dans ma vie. Puis là, ben, c'est une spirale sans fond, là, parce que tu te sens coupable, tu agis mal, tu te sens encore coupable. Je peux pas me sortir de mon cercle vicieux tant aussi longtemps que je suis pas tombé dans autre chose qu'on va parler tantôt, qui est la responsabilisation. On voit à quel point se sentir coupable, autant à travers avec une autre personne, que ça crée une distance qui est non souhaitable, surtout lorsqu'on estime avoir commis une faute. Ben là, c'est plus envers soi-même. Donc, on se sent coupable, on boit pour se geler, et là, on se sent coupable d'avoir bu pour se geler, puis la roue tourne, puis ça devient la roue de fortune, puis c'est pas la fortune, là. On s'entend-tu, là? Non, il s'ajoute des enfants dans l'histoire aussi. Après ça, fait qu'on se sent coupable pour plusieurs personnes. Ce que j'observe des fois, c'est le sentiment de se sentir coupable face à une rechute amène la référence que je réussirai pas, je suis pas capable, je me sens inadéquat. Et c'est plus facile de continuer de rechuter que de se prendre en main parce que je crois que je suis pas assez. Hein? Fait que l'estime de soi, en lien avec la culpabilité, nourrit le comportement d'auto-sabotage. C'est plus facile de rechuter. C'est fort quand tu dis ça. C'est comme ça devient un peu une voie plus accessible parce que c'est la voie qu'on connaît versus se responsabiliser ou faire ce qu'il faut pour plus que ça arrive, là. Mais c'est un chemin connu. Hein? C'est comme j'ai marché dans le bois, dans un sentier où j'ai mangé des coups de branche, j'ai tombé dans des trous d'eau, je me suis accrochée sur les roches, mais je le connais, ce chemin-là. Là, tu m'amènes à vouloir prendre un chemin que je ne connais pas. C'est plus insécurisant de prendre cette nouvelle route que de marcher un chemin difficile consciemment que je connais depuis toujours. Moi, si je prends mon histoire personnelle de rechute, parce que j'en ai eu quelques-unes à mon actif, c'est le fait de ne pas avoir travaillé la culpabilité qui provoquait la rechute. Oui, on se sent coupable après une rechute, mais moi, la culpabilité était en amont de la rechute, puis ça préparait tranquillement le processus de rechute, parce que la culpabilité, c'est beaucoup en lien avec les pensées, les ruminations, les jugements qu'on porte sur soi, sur les autres, sur la situation. Donc, tout ça, ça m'amenait dans une énergie qui était très noire, qui était très dans l'autodévalorisation de moi. Puis, qu'est-ce que ça fait un dépendant quand ça souffre? Parce que ça apportait de la douleur et de la souffrance, bien, ça cherche à s'anesthésier. Donc, comme j'avais des moyens à m'apporter pour m'anesthésier et ne plus ressentir toutes ces émotions très agréables à ressentir, ça m'amenait vers la rechute. Puis ensuite, la rechute m'amenait à la culpabilité. Fait que j'étais comme avec les saucisses high grade, là. Plus on en mange, ils sont fraîches, puis plus ils sont fraîches, puis plus on en mange, là. Tu sais, je tournais en rond autour de ça. Mais ça partait vraiment d'un schéma de pensée qui était inadapté parce que j'avais pas adressé, je m'étais pas occupée profondément de la racine de ma culpabilité. Je trouve qu'en relation, ça se manifeste quand même énormément. Puis je crois qu'il y a quelqu'un pour qui le fait d'avoir dressé la dépendance affective est quand même assez récent, puis que le risque de rechute est plus prenant parce que c'est pas encore solide. Mais admettons que je me sens mal d'avoir levé le ton
parce que ça fait partie du cheminement ou parce que je suis un être humain, ben là, ça se peut que les patterns de dépendance affective rejaillissent. C'est ça que je cherchais comme mot. Rejaillissent, pourquoi? Ben parce que là, je commence à sentir que je suis proche de l'abandon ou du rejet. Donc, je trouve que justement, ce sentiment-là d'avoir l'impression d'avoir commis une faute puis de s'auto-flageller pour ça et de ne pas prendre la responsabilité nécessaire pour faire en sorte que ça arrive moins souvent, ça nous ramène vraiment les deux pieds dans le sol puis les deux pieds dans le ciment. Puis je trouve que c'est très paralysant, personnellement. Je vois ce sentiment-là de culpabilité comme étant paralysant. C'est quelque chose qui nous fait revenir à la case départ continuellement. Même dans une action précise, quand je regrette quelque chose que j'ai fait à quelqu'un, une parole que j'ai dite ou quelque chose comme ça, le fait de dire je me sens coupable d'avoir dit ça, je me sens coupable d'avoir fait ça, ça enlève aucunement l'effet que ça a eu sur l'autre personne. C'est quoi que ça fait? Ça nous donne bonne conscience de faire ça parce que pendant qu'on se sent coupable, pendant qu'on se sent coupable, on n'est pas en train de réparer quoi que ce soit. Là. Quoi que ce soit. Fait que je sais pas, j'ai l'impression que ça nous sert à nous quand on se sent coupable, tout simplement. Là. Ce que ça réveille, ce que tu me dis, Sébastien, c'est que j'ai l'impression qu'on se promène dans la vie avec des étiquettes et à chaque fois que je fais une action, je l'estime de bien ou de mal et je m'évalue en conséquence de ce que je pense bien ou mal. Alors, je suis toujours en train de me dire, je suis correct, je suis pas correct, je suis correct, je suis pas correct. Alors, je me sens inadéquate ou je me sens plus. Hein? C'est plus ou moins. Mais jamais comme en fonction de qui je suis, mais plus en fonction de mes croyances, mes pensées reliées quand j'étais tout petite. T'sais. Comme s'il y avait un référent auquel, un juste milieu, puis c'est comme soit je suis en haut, soit je suis en bas. Puis quand je me sens mal, c'est parce que je suis en bas. Puis quand je suis fier, c'est parce que je suis en haut. C'est un combat qu'on gagnera jamais. Erroné, là. là. Moi, à un moment donné, je me suis posé la question, à quoi ça me sert de me sentir coupable? Et ça a été le début du commencement d'une réflexion profonde sur ma culpabilité. Puis, la première réponse était à rien. Mais c'était pas la bonne réponse, parce qu'elle me servait à quelque chose, ma culpabilité. Moi, elle m'a servi longtemps à venir confirmer une croyance qui s'était cristallisée au fond de moi dès l'enfance, que j'étais une mauvaise personne. Puis je le savais pas, ça, que ça s'était cristallisé à ce point-là. Puis j'étais une mauvaise personne parce qu'on m'avait abandonnée. Non pas physiquement, parce que mes parents étaient là, mais on m'avait abandonnée parce que mes parents avaient des limitations, des incapacités liées à la dépendance et à la santé mentale à s'occuper de moi. Donc, si on m'abandonne, c'est parce que je suis une mauvaise personne et ça a développé chez moi beaucoup de culpabilité. Plus tard, ce que ça m'a amené, à quoi ça me servait, c'était à tomber un peu dans quelque chose que j'haïs, mais qui est la victimisation. Donc, je ne me responsabilisais pas, je me victimisais et mon enfance de marde était vraiment, vraiment quelque chose qui attirait la sympathie des gens autour de moi. Avec le dos large. Ben oui, comment tu peux réussir à être bien avec tout ce que tu as vécu? Donc, ma condition était vraiment quelque chose qui me maintenait dans la victimisation. Donc, j'étais pas sur un chemin de responsabilisation. Les stacoses étaient assez nombreux dans mon vocabulaire. J'ai constaté quand j'ai cessé de consommer, c'était que je courais avec mon sentiment d'être valorisée pour mes actions, mais quand j'étais assis à prendre soin de moi, je me sentais coupable parce que je savais pas c'était quoi prendre soin de moi. Fait que la culpabilité venait souvent du fait que quand je fais quelque chose de bienveillant à mon égard, bien, je suis en train d'enlever quelque chose aux autres, alors je me sens coupable. Hein, la codépendance, c'était quelque chose de présent, puis la bienveillance à mon égard, pour moi, c'était j'enlève quelque chose aux autres. Hein? Le sentiment d'être responsable du bonheur ou du malheur des autres vient beaucoup de ça. C'est une croyance qui est très puissante en lien avec la culpabilité. Je pense qu'on n'écoute pas ce qu'on aurait intérêt à écouter de ce que la culpabilité est en train de nous dire. C'est qu'on parlait tantôt de l'équilibre entre le plus et le moins. Bien, si jamais on fait référence notamment à nos valeurs, bon, bien, j'ai écorché quelque chose qui est important pour moi, sinon je ne me sentirais pas coupable. Je pose souvent ça la question, OK, la culpabilité, elle essaie de te dire quoi? Bah, je me sens mal. OK. Je me sens mal de quoi? Ben, dire, on fait ça. Puis, tu sais, le derrière, c'est pour quelle raison? Tu te sens mal? Ben, ça se fait pas. Ça se fait pas pour qui? Pour moi.
Moi, j'ai toujours pour mon dire que les gens qui n'ont pas de regrets, c'est parce que c'est pas important pour eux ce qu'ils vous ont fait subir. Le respect, c'est pas important. L'amour, c'est pas important. La considération pour l'autre, c'est pas important. Si ça, c'est important pour vous, prenez-en note puis dites-vous, OK, je suis allé écorcher une de mes valeurs les plus profondes. J'ai plus envie que ça se reproduise. Voilà. Et là, on passe de la culpabilité à la responsabilité. Voilà. Puis la fameuse question, c'est comment on fait pour passer de l'un à l'autre. Ben voilà, c'est exactement là où je m'en allais. C'est rare que moi... Non, c'est pas rare qu'on pense la même affaire. Non, je suis ça. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Parce que quand on se responsabilise, tu sais, il y a des gens qui vont s'excuser. Mais si tu t'excuses puis tu recommences tout le temps la même affaire, tes excuses, on les entend plus. Parce que tu n'as pas refait le pu. Ben exactement, tu sais. Fait mais c'est pourquoi, tu sais, c'est ça qui est intéressant pour soi, se regarder avec bienveillance aussi. Puis moi, il y a quelque chose qui m'aide tous les jours, c'est que j'ai décidé d'accepter ma condition d'être humain. Moi, je suis faillible, imparfaite et contrainte à l'erreur jusqu'à la fin de mes jours. La seule affaire que j'essaie de faire, c'est de ne pas refaire tout le temps les mêmes erreurs. J'en essaye des nouvelles. Comme ça, j'évolue dans ma patente. Oui, c'est ça. Mais Tente pas des mêmes erreurs. non, c'est ça. C'est Il faut ça. se diversifier, il faut se renouveler. Oui, Exactement, je suis bien dans d'accord. nos Être créatif erreurs. dans nos erreurs. Mais moi, ça m'aide beaucoup. Puis, les amendes honorables s'insèrent avec un désir de ne plus reproduire le comportement qui a été offensant ou blessant. Mais c'est pas parce que quelqu'un me reproche quelque chose que j'ai automatiquement à me sentir coupable. Souvent, ça vient même plus de l'intérieur que de l'extérieur ou de la perception qu'on va avoir. Fait que je me dis, ce que je peux réparer, je vais tenter de le réparer si je juge qu'il y a réparation. Puis le reste, je le sac dans mon coffre à outils d'expérience de la vie et j'essaie de ne pas reproduire la situation. Mais c'est fini. À un moment donné, j'ai décidé avec moi-même que la culpabilité, il faut en revenir. Parce que de m'auto-flageller, de me faire du mal, c'est d'être en négligence envers moi-même. Je m'abuse moi-même quand je fais ça. Et c'est très, très loin de ce qu'on essaie de développer dans le rétablissement d'une dépendance, qui est l'amour de soi. Je pars le bal et je vous invite à me partager vos réflexions par la suite. Mais quand je me dis je me sens coupable de ça, c'est envahissant. Je pourrais autant dire je suis honteuse de ce qui s'est passé. Je deviens le comportement. Ce qui s'est passé est mon entière responsabilité. Je reprends le même mot, mais je me sens responsable de ce qui s'est passé. OK? Ça m'amène à me poser des questions. Je suis responsable de quoi là-dedans? Est-ce que je suis responsable des paroles que j'ai dites? Mais est-ce que je suis responsable de la réaction de l'autre que je n'avais pas pu prédire? Non. Moi, c'est cette distinction-là que ça suscite en moi. Ouais. Moi, ce qui est monté, c'est une petite voix. Je me sens coupable. Tu peux être victimite là-dedans. Là, c'était pas de la tristesse. Hein. Vous me voyez en ce moment, je suis en train de rire. C'est un peu de tourner à la dérision versus je me sens responsable. On dirait que il y a une petite voix intérieure quand je me parle, je me sens coupable, c'est comme je me sens coupable. Pauvre petit pit. Ça vient à pauvre petit pit. C'est comme si je me pauvre petit pitais. Ça, c'est un enfant versus un adulte. Là. Oui, un petit peu. Versus, là, je me sens responsable. C'est je sais que j'ai commis une offense. Je sais que j'ai posé quelque chose qui a eu des préjudices sur quelqu'un. Puis j'aime pas ça. Je dis pas que, OK, parfait, vous pouvez faire ce que vous voulez tant et si longtemps que vous vous excusez à la fin. Non, mais à un moment ou un autre, pour pouvoir passer à autre chose, c'est pour ça que j'apprécie la distinction que tu fais, mais pour moi, c'est la voix intérieure qui n'est pas pareille. Moi, je suis plus confortable avec le fait de se demander quelle est ma part de responsabilité plutôt que je suis responsable. Parce que quand on connaît les deux types de dépendants affectifs, il y a le missionnaire et le démissionnaire, et le missionnaire se sent responsable de tout. Lui, c'est au-delà de la culpabilisation, c'est de l'hyper-responsabilisation. Donc, en tout cas, pour les missionnaires, c'est bien de regarder, moi, j'aime bien me poser la question, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé, plutôt que d'utiliser personnellement, là, je suis responsable de quoi? Fait que je trouve que ça permet une objectivation un peu plus claire de la situation. Donc, c'est quoi ma part de responsabilité? Puis ça redonne à l'autre aussi sa part de responsabilité dans tout ça. Sa vraie part de responsabilité, pas celle qu'on s'incombe à outrance. Là. J'ai envie de revenir sur ce que tu as dit, Sébastien. Tu sais, quand tu disais la petite voix victime, tu sais, après une rechute, il y a souvent comme
Oui, mais tu sais, moi, je peux plus boire ou je peux plus consommer, Ouais. puis je veux plus, tu sais, la notion de reprendre, de devenir responsable de ce que je vais faire, de ma vie, de mes actions, ou je suis victime de ma dépendance qui fait que je peux plus. C'est là où c'est plus facile de se vendre l'idée, hein, de se culpabiliser, mais de se vendre l'idée de rejeter aussi. On dirait De qu'on assume reconsommer. plus quand on se garde, voici la condition dans laquelle je suis, ou moi, pour toutes sortes de raisons, j'ai de la difficulté avec cette substance-là. Donc, il y a une forme aussi de lâcher-prise, d'acceptation qui semble plus présente chez les gens qui se sont un peu plus libérés de la culpabilité. Exact. Corinne, au-delà de ce que tu entends depuis tantôt, qu'est-ce qui, pour toi, justement, a fonctionné, qui te permet aujourd'hui qu'elle prenne moins de place, justement, là, dans ton quotidien? J'ai comme des incontournables à ne plus faire, tu sais. Tout ce qui est, mettons, exemple, on va donner un gros exemple. Je veux être loyale envers les gens que j'ai autour de moi. Je veux être respectueuse. Je veux avoir des bonnes intentions et bienveillante. Tu sais, il y a des choses de base, des valeurs familiales, tout ça. Au-delà de ça, j'ai une base qui est, puis je dis pas ça parce qu'on est en dépendance, mais vraiment pour moi, tant et aussi longtemps que je vais demeurer à jeun, je pense être capable de me pardonner beaucoup de choses dans les comportements que j'aimerais pas de moi. Je veux rester consciente, puis je veux rester à jeun. À partir de là, je vais faire des erreurs, mais mon outil principal, c'est souvent c'est peut-être en lien parce que j'ai pas fini mon chemin thérapeutique, mon chemin de vie. De toute façon, c'est jamais fini, mais c'est souvent, j'imagine que je suis une de mes amies. Tu sais, je fais quelque chose, je sais pas moi, j'ai dit une parole, j'ai été impatiente avec un de mes enfants ou avec mon conjoint, tu sais. Je m'en veux. Bon, ben si ça arrivait, par exemple, à mon amie Julie, puis elle se tapait sa tête avec ça. Souvent, c'est plate, peut-être une question d'estime, mais quand je mets quelqu'un à ma place dans la situation, je suis plus tolérante, puis je prends mon pas de recul, puis je la vois plus clairement, la situation. Plus de compassion envers toi-même, comme tu en aurais envers cette Julie-là. Envers quelqu'un d'autre que j'aime. Parce que l'amour propre, j'en ai plus qu'avant, mais ça se construit. L'amour de soi, ça se construit. Fait que souvent, je vais imaginer quelqu'un que j'aime à ma place, puis je vais trouver mieux les solutions. La réparation, bon, moi, c'est important, la réparation, puis je veux pas non plus répéter 4 fois les mêmes affaires, les mêmes erreurs, si on veut. Tu sais, de dire, oui, je peux me pardonner bien des choses, mais ça, pour moi, je n'ai pas envie d'aller là parce que je sais où ça me mène. Puis c'est ça, cet être humain qui est beau de passer à une prochaine étape, de dire, regarde, pour toutes sortes de raisons, j'ai lâché prise sur le pourquoi ou le côté injuste et inéquitable de la chose. Mais si je veux mener la vie que j'ai envie de mener en fonction de ce qui est important pour moi, je prends des décisions difficiles et j'en suis responsable. Tu sais, moi, ma mère, peut-être pas ma mère qui me disait ça, ou mon père, ou j'ai entendu ça quelque part, c'est une fois c'est une erreur, une deuxième fois c'est un choix. Ouais, 2, c'est vrai, ta mère, parce que des fois, c'est 3, 4. Non. Mais je comprends la phrase. C'est peut-être pas ma mère, mais je l'entends souvent, puis c'est vrai, ça me parle de, regarde, j'ai tiré la leçon nécessaire pour plus que ça arrive, puis après, si je sais qu'est-ce qui va arriver, c'est pas une erreur, là, c'est un choix. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai réalisé aussi que la culpabilité, c'est une belle stratégie pour éviter de me relier vraiment à ce qu'il y a en dessous de la culpabilité. Fait que des fois, c'est comme un réflexe conditionné qui a tellement été répété que c'est comme un chemin que j'ai tracé, puis c'est comme une voie directe. Il se passe quelque chose, je me sens coupable, puis ça vient m'empêcher de me relier à qu'est-ce qui est vraiment en dessous de ça. Qu'est-ce que je ressens vraiment par rapport à la situation? Parce que c'est comme si la culpabilité a fait partie de ma vie, puis c'est quasiment devenu tellement acceptable. C'est devenu une façon de réagir à peu près à toutes les situations qui se ressemblent. Puis je vais peut-être pas voir en dessous, dans des couches plus profondes, qu'est-ce que j'essaie d'éviter en utilisant constamment la culpabilité. Donc, j'entends beaucoup de trucs, pour ne pas dire des outils. Alors, vous me voyez venir, c'est le moment de la boîte à outils. Alors, qui voudrait se lancer? J'ai envie de ramener ce dont on parlait tantôt dans « je me sens coupable » versus « je me sens responsable » et encore plus, quelle est ma part de responsabilité dans la situation? Moi, m'arrêter face à une vague de culpabilité qui monte et me dire « OK, je reprends un peu les mots de Josée, qu'est-ce qu'il y a derrière ça pour moi? Qu'est-ce que je peux aller chercher dans l'émotion de culpabilité qui m'envahit? » Puis pour moi, j'ai pas le choix d'aller me demander, OK, ma part de responsabilité dans les faits, dans la réelle réalité, pas dans l'invention que je me fais de la réalité, pas dans l'hyper-responsabilisation que je me fais
des faits, des événements qui se sont produits, de quoi je suis responsable, sur quoi j'ai du pouvoir, sur quoi je peux travailler, sur quoi je peux me responsabiliser. Et ensuite, je passe à une autre étape, je tourne la page et j'évite de ruminer, de me faire vivre 2 fois, 3 fois, 4 fois les mêmes émotions qui m'aident pas à avancer au final. Moi, l'outil que je vous propose, je casse les oreilles de tout le monde avec cet outil-là de ce temps-là. C'est un livre qui s'appelle « Consolation » de Christophe André. Parce que je persiste et je signe que sous la culpabilité, il y a un grand besoin d'aller consoler quelque chose à l'intérieur de nous. Et je trouve que le livre de Christophe André nous donne des moyens extraordinaires de venir consoler le petit enfant à l'intérieur de nous. Pour moi, l'outil qui fonctionne le plus, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que je ressentirais si ce n'était pas de la culpabilité? Donc, je pose la question ouvertement, je me la pose à moi. Si la culpabilité n'existait pas, qu'est-ce que je ressentirais? Et surtout, comment j'agirais si je ne ressentais pas de la culpabilité? Pour moi, je trouve que ça aide à comprendre laquelle de nos valeurs est écorchée. De comprendre aussi que souvent, il y a quelque chose qui se trouve en dessous. Et la réponse que j'entends souvent, c'est la tristesse, qui est une des émotions les plus humaines, si c'est pas la plus humaine, avec laquelle elle n'est pas toxique, elle est vraiment humaine, saine, elle fait partie de notre réalité, elle est là pour nous enseigner quelque chose. Donc, je trouve que ça nous permet de connecter à ce qui compte le plus pour pouvoir passer à une autre étape. Puis je trouve que c'est un moyen qui est propice à l'emprunt d'un chemin différent. Donc, posez-vous la question, si je ne ressentais pas la culpabilité, qu'est-ce que je ressentirais et comment j'agirais si je ne me sentais pas coupable? Moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. Moi, ce que j'ai en tête quand je pense à la culpabilité puis qui n'a pas été nommé, je crois, aujourd'hui, c'est vraiment la gestion des attentes que je me fais de moi-même. J'ai une phrase qui me revient souvent, on dirait l'annonce de Renault Dépôt. Si ça existe, on l'a. Là. Moi, si ça s'est déjà fait, je vais le faire. S'il y a quelqu'un qui a déjà fait un post-doctorat en neuro, je sais pas quoi, je vais le faire. Puis si je réussis pas à le faire, je suis pas assez bonne. Puis je veux dire, les attentes réalistes de soi-même, là, c'est comme tellement la base. Mm-hmm. Fait que j'ai tourné un peu autour du pot, mais des fois, j'ai l'impression que je me sens comme en sous-estime ou en surestime, puis j'essaye comme entre les deux, puis c'est ça, la barre est trop haute, la barre est juste trop haute, là, de la façon des fois qu'on se la met, fait que... Ça diminue les moments où on va se sentir coupable parce qu'on est capable de mettre justement cette barre-là à la bonne hauteur, puis ça réduit les échecs dans une certaine mesure. C'est comme ça que je l'entends. Oui, fait qu'il faudrait faire... moi, j'ai été enseignante dans une autre vie. Il faudrait chacun se faire un plan d'intervention avec des attentes réalistes, mesurables et... C'est gagnant, je trouve. Bien travaillé avec nous, Corinne. Alors, on pourrait en parler longtemps, comme vous le savez, parce que c'est un sujet qui est passionnant. Il y a des liens à faire avec la rechute entre la culpabilité et l'impact que ça a sur le rétablissement de tout un chacun. J'ose croire que vous êtes reconnus à travers ce qui a été discuté aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé. Merci spécifiquement à Corinne de t'être prêtée au jeu. Merci à vous. Merci, Corinne. Merci. Donc, d'ici à ce qu'on se revoit, de notre côté, on continue de mettre en œuvre nos ressources pour enregistrer d'autres épisodes. Et n'oubliez pas, c'est dans la balade au cœur du rétablissement que la liberté vous attend. L'équipe, elle est là pour vous, au 56 rue Turgeon à Sainte-Thérèse ou sur notre site web www.domrémy-sainte-thérèse.com. Prenez soin de vous. Bye! Au revoir. À la prochaine!